Je vais introduire rapidement la conférence. Ensuite, je vais laisser Bruno nous parler un petit peu plus de la technologie. Donc aujourd'hui, on va vous parler du watermarking et de la technologie qu'on a développée chez Ado et notamment des enjeux à l'utiliser à l'échelle, notamment dans des cadres, on va dire, corporate et à partir du moment où on commence à traiter un certain volume de données, de fichiers, de documents, etc. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, encore une fois, Ado, nous, on est une société spécialisée dans le développement de solutions de protection et authentification de contenu digital qui va notamment se baser sur la technologie du watermark invisible à travers l'utilisation d'algorithmes et de modèles de deep learning qu'on a développés nous-mêmes pour pouvoir adresser ces différents usages dont on va parler ensuite. Donc, l'équipe, elle est composée de Bruno, Rémi et moi. On a créé l'entreprise en avril 2025, après plusieurs mois de recherche pour définir un petit peu la technologie qu'on allait utiliser. Et depuis, on a rejoint Agoranov, donc le programme d'incubation qu'on a démarré en septembre. Et aussi, on a rejoint cet été l'association du C2PA, donc la Coalition for Content Provenance and Authenticity, qui est une initiative qui a été créée par tous les géants de la tech dans la Silicon Valley, notamment pour créer des standards que l'ensemble de l'industrie de la tech, des médias, vont pouvoir utiliser pour garantir une authenticité et une provenance de tout le contenu qui circule sur Internet. Et ça va être un sujet dont on va parler rapidement également. Euh, je vais vous introduire très rapidement la raison pour laquelle on a créé Ado, les différents cas concrets qu'on adresse. Et ensuite, je vais laisser Bruno nous parler un petit peu plus en détail de la tech. L'idée aussi, c'est d'avoir une session qui est un petit peu interactive. On va faire participer aussi certains volontaires dans l'auditoire pour rendre ça un petit peu voilà, interactif. Euh, donc, comme je disais, voilà, je vais faire une intro rapide sur l'entreprise et ensuite Bruno va nous expliquer un petit peu plus en détail le fonctionnement des modèles qu'on utilise et ensuite on va vous faire trois mises en situation sur des cas concrets qu'on va venir adresser. Euh, pour introduire un petit peu cette conférence, je pense que c'est important de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a créé Ado. Donc en fait, tout a démarré à partir de l'identification d'un problème qui était vécu par Jean Meyassou, donc mon père, qui lui a un travail assez spécifique, lui fait de la gestion de licences de marques et il va gérer notamment la licence de la Compagnie internationale des wagons-lits. Et donc, lui, dans son métier, il va signer des contrats avec des entreprises et des marques pour céder les droits sur la marque de la Compagnie internationale des wagons-lits, l'utilisation des logos. Et dans beaucoup de cas, il va transférer à ses clients du contenu, donc des photos d'archives, des photos historiques qui vont être placées sous licence et en s'accordant avec ses clients sur les droits qui vont être associés à ce contenu que ces clients vont utiliser. Donc ça va être utiliser des photos pour l'édition d'un magazine, la création d'une maquette de train, et aussi l'utilisation de ces photos sur des sites internet. Lui, son problème, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de ces photos qu'il gérait dans sa base de données qui se retrouvaient sur internet sans que les sites qu'il utilisait aient payé de droits pour pouvoir les utiliser et sans que lui ait la capacité de premièrement vérifier si la photo qui est utilisée sur ce site venait bien de sa base de données, parce que potentiellement c'est une photo qui existe dans d'autres bases de données, et sans ensuite avoir la capacité de comprendre quelle était l'origine de cet usage. Est-ce que c'est un client à qui il a transféré un fichier de haute qualité qui ensuite l'a réutilisé sans respecter les termes du contrat. Et donc lui avait besoin d'une solution simple qui lui permette d'apposer l'information de d'où provient cette photo, qui est le client, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec, etc. Et donc c'est à partir de là qu'on a démarré le travail de recherche autour du watermark invisible et ensuite en essayant de réfléchir à d'autres usages que cette technologie pourrait adresser. Le premier qu'on a identifié, c'est tout ce qui va concerner le contenu de marque, notamment dans des cadres d'entreprises de luxe, dans le retail, dans l'automobile également, qui vont être des
entreprises qui vont travailler sur des lancements de produits, sur des campagnes marketing, qui assez souvent vont être victimes de fuites. Donc, certains visuels qui vont fuiter sur des blogs, sur des pages Instagram, etc., et qui vont très fortement impacter la performance de ces campagnes et aussi induire des coûts de gestion de crise très importants pour, par exemple, identifier quelle était l'origine de cette fuite. De façon assez similaire, on peut faire un focus plus spécifique sur une partie documentaire, notamment dans un cadre financier, donc sur toutes les opérations de M&A, de private equity, qui sont également, enfin, sur lesquelles il y a des enjeux de confidentialité qui sont très importants. Donc souvent, ces opérations, elles sont faites en utilisant des plateformes qui sont très sécurisées, donc les data rooms ou certaines plateformes d'échange de documents. Mais on constate qu'il y a quand même toujours un gros problème de fuite de ces informations, de fuite de ces données. Et on s'aperçoit que le fait d'utiliser et de rajouter des couches de sécurité en plus pourrait permettre de faire baisser ce risque de fuite. Il y a un dernier enjeu qui est très important et sur lequel on voit un très fort potentiel de la technologie du watermark invisible, qui est la labellisation du contenu qui circule sur Internet pour répondre à une question toute bête qui est est-ce que ce contenu est généré par de l'IA ou fait par des humains. Et donc ça, c'est un enjeu qui inquiète de plus en plus le grand public, mais aussi les médias, toutes les entreprises qui investissent de l'argent dans voilà, du temps homme pour fabriquer du contenu, alors qu'en parallèle, on a des logiciels d'intelligence artificielle qui génèrent automatiquement du contenu. Et donc, ça génère beaucoup d'inquiétudes et aussi notamment sur les enjeux de désinformation, de fake news, etc. Et donc ça, comme je le disais en intro, c'est un sujet euh, qui est d'une importance capitale pour tous les géants de la tech, notamment qui développent des logiciels et des LLM. Et c'est aussi quelque chose qui est en train d'être pris en compte dans toutes les régulations qui sont en train d'être mises en place, notamment l'AI Act en Union européenne, qui va obliger tous les logiciels de GenAI de labelliser le contenu justement qu'elles vont générer. Et là-dessus, la technologie qui est encouragée, enfin, on encourage à utiliser, c'est le watermark invisible pour pouvoir faire en sorte que ces labels soient pérennes. Donc, je vous ai introduit de façon assez globale les raisons pour lesquelles on a décidé de créer l'entreprise Ado. Maintenant, je vais laisser Bruno vous expliquer un petit peu plus en détail la technologie qu'on utilise. Et ensuite, on va regarder un petit peu plus en action ce que ça donne sur des cas très concrets. Bon, merci. Bonjour à tous. Donc vous l'avez compris, notre but en fait c'est de redonner le contrôle sur le contenu à nos clients, sur leur contenu, notamment en leur apportant à nouveau de la confiance, notamment dans le fait qu'ils vont partager leur contenu, notamment grâce à la traçabilité que notre solution va apporter. Donc tout cela, on le fait grâce au watermark invisible, c'est-à-dire que en fait on a un contenu que le client veut protéger, on va lui associer un watermark qui va être en fait une chaîne de caractères qu'on va aller mettre dans l'image ou dans le document. Cette chaîne de caractères, elle va être unique. On va lui associer le client, l'ID du client pour qu'on puisse retrouver facilement la paire entre le watermark et le client. Et évidemment, on va leur associer des métadonnées. Comme n'importe quelle métadonnée dans une gestion électronique de documents, il y a toujours des métadonnées avec les documents, avec les images, etc. Et là, l'aspect essentiel, c'est qu'on va mettre les métadonnées non pas dans ce document, où on peut les voir par exemple dans les EXIF, les métadonnées EXIF sur les images, par exemple, ou un clic droit sur un PDF, on va les storer ailleurs, dans le cloud ou dans une base de données externe qui appartient au client. Donc le but, ça va être vraiment d'associer cette watermark qui, elle, est bien dans le document, au client et aux métadonnées qui, elles, résident à l'extérieur du document. Donc on ne peut pas faire un clic droit, supprimer les métadonnées et ensuite ces métadonnées disparaissent. Donc, pour nous, on a identifié des propriétés essentielles, 4 propriétés essentielles. Déjà, la watermark doit être invisible, notamment pour ne pas détruire, en fait, enfin, ne pas détériorer la qualité du contenu.
La watermark doit être robuste, c'est-à-dire qu'elle doit en gros résister à une chaîne de production ou à un cycle de vie d'un document normal, usuel, voire des transformations non usuelles qu'un utilisateur externe pourrait appliquer à ce contenu. Et enfin, la watermark, elle doit être évidemment identifiable, c'est-à-dire qu'on peut facilement aller la retrouver, notamment grâce à notre technologie. Et surtout, elle doit être flexible, c'est-à-dire qu'on peut indexer n'importe quelle métadonnée. On peut indexer n'importe quelle métadonnée et les associer à cette watermark, notamment grâce à cette base de données externe. Donc, le watermark invisible, c'est pas nous qui avons inventé ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler du watermark invisible, mais ça fait longtemps que c'est des sujets techniques qui sont adressés dans la recherche académique, notamment. Il y a disons, deux méthodes traditionnelles qui existent jusqu'à aujourd'hui, depuis à peu près, je sais pas, 20 ans, 30 ans. Ça va être, par exemple, inscrire une métadonnée, inscrire une watermark dans le domaine spatial, donc dans les pixels, tout simplement, de l'image, par exemple, en mettant la watermark sur les bytes des pixels qui sont les moins significatifs. Donc, on ne va pas les voir dans l'image. Le problème de cette technique, c'est qu'on peut facilement la retirer, notamment en faisant des attaques volumétriques, donc par exemple sur la couleur de l'image, en faisant de la compression, donc JPEG par exemple, ZIP, etc. Et on peut facilement les détecter. L'autre solution, c'est de jouer dans le domaine fréquentiel, donc d'aller dans d'autres dimensions mathématiques de l'image pour aller jouer sur les propriétés fréquentielles. Et là, on va aussi rencontrer des problèmes qui vont être, par exemple, qu'on ne va pas être robuste aux attaques géométriques, par exemple. Si on fait un crop ou si on fait des rotations, ça va être assez difficile de retrouver la watermark. Et en plus de ça, on peut facilement les détecter puisque c'est des méthodes souvent un peu manuelles qui résident sur des propriétés essentielles mathématiques bien définies et bien connues de tout le monde. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de pouvoir d'utiliser une méthode de deep learning, donc un réseau de neurones qu'on va entraîner typiquement pour adresser ce genre de problème. Donc toute cette transformation que le document connaît dans son cycle de vie. Donc, pour vous donner un peu une idée, on pourra rentrer dans le détail évidemment si vous voulez, mais le premier composant, ça va être en fait un réseau de neurones qui va aller inscrire la watermark, un peu d'une manière un peu black box. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est un gros réseau de neurones qui se trouve au milieu, et son objectif, c'est on prend une image, on output une image, et dedans, il y a la watermark invisible. Cette image doit être évidemment ressembler le plus possible à l'image d'origine, elle doit être quasiment identique, pour ne pas détériorer sa qualité. Euh, Ensuite, on va aller, par exemple, faire plein d'attaques sur cette image watermarkée. On va générer plein d'images qui vont être attaquées de cette manière-là, en faisant des crops, des resizing, en jouant sur la luminance, les rotations, etc. Toutes les propriétés auxquelles on peut penser. Et on va ensuite aller décoder, on va tenter de décoder les watermarks sur ces images attaquées, et on va comparer les watermarks extraites avec la watermark d'origine. Et comme ça, on a cette feedback loop, on a un double objectif qui va être la reproduction de l'image à l'identique, donc l'invisibilité de la watermark, et la robustesse de la watermark. Donc on a un compromis évidemment entre les deux, ce qui pose des soucis. Mais en gros, l'objectif de l'entraînement, c'est ça. Évidemment, ce qui est super intéressant avec la méthode de deep learning, c'est qu'on peut penser à de nouvelles attaques auxquelles nous, on n'a pas encore pensé, typiquement qui proviennent des besoins de nos clients, et entraîner spécifiquement sur ces attaques, sur ces nouvelles attaques pour adresser ces attaques-là et fine-tuner en fait le modèle. Donc ça, c'est, disons, le schéma général pour l'entraînement de notre technologie. Si on rentre un peu plus dans le détail, la première partie, la composant embedding, donc ça va être un watermark embedder, il va aller inscrire cette watermark dans l'image. C'est en fait un auto-encodeur, un encodeur et un décodeur, pour ceux qui connaissent un peu ces technologies-là. Il est inspiré d'un modèle très connu qui est le Latent Diffusion Model, qui est un modèle utilisé partout aujourd'hui pour générer des images. On va aller en fait compresser l'image qui, elle, fait n'importe quelle dimension. On va aller la compresser sur un espace latent mathématique qui est invisible et qui correspond en fait aux caractéristiques essentielles de l'image. Dans cet espace mathématique, on va aller mettre la watermark. Ensuite, on va décoder pour reproduire l'image à l'identique d'origine, tout en étant capable évidemment de récupérer
watermark. Ce qui est super intéressant ici, c'est qu'en fait, on est scalable à n'importe quelle résolution, puisque en fait, toute la partie importante, elle a lieu dans une dimension bien définie et beaucoup plus petite, alors que l'image d'origine peut faire, je sais pas, 10 000 pixels x 10 000. Donc, on est assez frugal en termes de calcul. Euh, et enfin, ce qui est super intéressant avec le Latent Diffusion Model, c'est qu'on peut le conditionner, notamment pour aller watermarker certaines parties de l'image ou certaines parties du document et pas d'autres. Je ne sais pas si on pense à une image très sémantique avec un individu au milieu, Macron, on va aller peut-être watermarker la tête de Macron et pas le background. Donc ça, on peut faire ça avec notre technique. Là, pour vous donner une idée, on a un modèle qui est à peu près à 1 million de paramètres. C'est pas non plus énorme comparé à des gros modèles qu'on connaît aujourd'hui. L'extracteur, lui, c'est aussi un auto-encodeur. Donc, il y a un encodeur et un décodeur. Et sur la partie encodeur, on va utiliser un Vision Transformer qui est aujourd'hui la base pour générer des images aussi. Et ensuite, un Convolutional Neural Networks pour décoder la watermark. Donc, l'input, ça va être tout simplement une chaîne de caractères binaires. Donc, 0, 1, 0, 0, 1, etc. Ce qui est super intéressant avec cette méthode-là, c'est qu'on n'a pas besoin du contenu d'origine pour retrouver la watermark. Alors, c'est souvent ce qu'on observe avec des méthodes anciennes, type wavelet ou, spatial. On va avoir besoin de l'image d'origine pour retrouver la watermark dans certaines conditions, typiquement sur du crop ou ce genre de choses. Et, surtout, on le voit chez certains de nos concurrents où on doit donner l'image qu'on suspecte être l'original pour aller retrouver la watermark dans le document frauduleux. Nous, on n'a pas besoin de ça. Et surtout, on peut aller détecter vraiment des petites régions où il y a du watermark. Donc, si on a watermarké seulement une petite région, ou si l'image où on essaie de détecter la watermark, il y a seulement une toute petite région où la watermark a résisté, et encore là, on va pouvoir la détecter. Et enfin, pour finir sur les avantages vraiment du deep learning, c'est que c'est adaptable en fait aux besoins de nos clients. C'est-à-dire que tout cela, toute cette architecture qui est assez complexe, c'est en fait assez flexible et on peut l'adapter à chaque client, puisque c'est que des poids dans un réseau de neurones. On peut entraîner ce réseau de neurones suivant les spécificités et les besoins de chaque client. Donc nous, on a aujourd'hui un modèle qui est générique, qui a été entraîné sur une base de données générique, mais on peut le fine-tuner évidemment pour chaque client. Tout cela pour maximiser la performance. Donc, si un client pense à certaines attaques où il y a des données très spécifiques, par exemple des Spitz, il veut être très très fort dans la génération de watermark sur des photos de Spitz, peut-être qu'on va vouloir améliorer spécifiquement sur ce type de document. Même si je pense que notre modèle est très fort sur les Spitz. Mais... pour vous donner un peu une idée de la performance de notre technologie aujourd'hui, typiquement, si on fait un crop ou un screenshot, on fait un screenshot de ce type d'image, on va ensuite la cropper sur une région comme celle-ci, donc à 50% par exemple, on va pouvoir retrouver la watermark. Un autre exemple d'attaque qui nous intéresse particulièrement, c'est les attaques de inpainting, où on va aller apposer du texte sur l'image d'origine, watermarkée, ou même apposer une autre image par-dessus. On va pouvoir retrouver la watermark. Et enfin, une autre attaque très intéressante, aujourd'hui à l'ère de l'IA, c'est qu'on va être résistant en fait au processing par de l'IA, puisqu'on est basé sur des méthodes à la base même, au fondement même de l'IA. En fait, on va pouvoir résister à un encodeur-décodeur qui est autre que le nôtre, qui n'est pas forcément le nôtre. Notamment, si vous passez une autre image watermarkée dans ChatGPT, vous lui demandez de tokeniser cette image et ensuite pour la régénérer plus tard. Dans l'image régénérée plus tard, on va retrouver la watermark. Donc, pour vous donner une idée de la performance globale, là, j'ai représenté plusieurs attaques, volumétriques, géométriques, etc., qui sont assez communes. On voit qu'on est robuste dans la plupart des cas, une grande majorité des cas, et seulement sur des attaques très spécifiques de type luminance, qui vont aller vraiment détruire en fait l'image d'origine, on va réduire notre capacité à retrouver la watermark entière. Néanmoins, on n'a pas besoin d'être à 100%, de récupérer 100% de la watermark pour la retrouver, nous, dans notre base de données interne, évidemment. Et par rapport, pour ceux qui connaissent ces métriques
de, donc là, de perception, en fait, on voit qu'on performe assez bien en termes d'invisibilité de la watermark, c'est-à-dire que notre image générée est bien identique à l'image d'origine, enfin, quasi identique. Maintenant, comment on peut passer ça à l'échelle et faire un produit qui repose sur cette technologie? Nous, on a identifié 3 besoins auxquels on veut potentiellement répondre. C'est en gros tout d'abord être seamless, c'est-à-dire vraiment être indolore, pouvoir inscrire notre technologie dans un process interne à une entreprise, à un client de manière indolore. On veut que nos clients puissent garder un contrôle total sur leurs données. Donc nous, typiquement, on ne va pas avoir besoin des images d'origine ou des images watermarkées pour retrouver la watermark. Et enfin, on veut adresser évidemment les problèmes de performance et de robustesse, c'est-à-dire on va pouvoir améliorer la robustesse de notre modèle grâce au réentraînement. Bon, j'ai un peu déjà sur cette slide, mais ouais. Donc en fait, la partie seamless, nous, ce qu'on va proposer, c'est une intégration directe dans les workflows des entreprises via des applications. Le contrôle, on va proposer une solution on-premise, donc on va tout simplement envoyer notre exécutable dans le cloud ou dans on-premise chez le client. Et enfin, par rapport à la performance et la robustesse, on va faire des trainings spécifiques, donc tout simplement fine-tuner notre modèle à des besoins spécifiques du client, où on va faire une optimisation sur l'infrastructure. Notamment, on peut penser à réduire la taille des modèles ou améliorer la chaîne d'inférence pour garantir une performance maximale. Si je vous donne une idée d'un graphe d'architecture assez basique pour vous illustrer à quoi ça pourrait ressembler, imaginons qu'on a une entreprise, elle a sa zone. Nous, on va aller tout simplement envoyer notre exécutable ado via un cluster Kubernetes, un exécutable ou une image Docker, par exemple. Et le client va tout simplement appeler à l'API de cet exécutable. Il y a 2 endpoints, hein, c'est le encode, le watermarkage et le decode. Donc il y a seulement 2 services, pas plus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous, les métadonnées du client peuvent rester vraiment chez le client. Et si on est en mode API, donc le compute reste dans notre infrastructure à nous, on n'a pas non plus besoin des métadonnées du client, puisqu'on a seulement besoin de l'utilisateur, de l'ID de l'utilisateur, et tout simplement d'être capable de retrouver la watermark, l'ID de la watermark. Pour vous donner une idée de la scalabilité en termes de compute, on n'a pas besoin d'avoir une grosse infrastructure, notamment on n'a pas besoin d'utiliser des GPU, ce qui est un gros plus. Donc typiquement sur une machine typique et très, très simple, un Ubuntu avec 2 CPU et 4 GB de RAM, on peut traiter des images de taille importante, typiquement 3000 x 4000, et tout ça en 3 secondes seulement. Et on voit que si on passe d'une image de taille très faible, enfin très faible, pas super faible, mais quand même assez faible, 256 x 256, à cette image de haute dimension, donc la taille est multipliée par 7, pardon, la taille de l'image est multipliée par 180, mais notre latence est multipliée seulement par 7. Et surtout, ces temps de compute sont comparables en fait à tout simplement une écriture sur les disques pour ce genre de compute. Enfin, comment on rassemble tout ça? Nous, on propose notre produit propose 2 solutions. Une application web qui permet à des petites entreprises, à des indépendants, d'uploader leur contenu directement sur notre application et de récupérer les watermarks. Et là, on va manager absolument toute leur data. Tout ça inspiré donc avec un flow très très indolore et bien sûr les intégrations dont on vient de parler. Donc là, le but, ça va vraiment être de minimiser l'impact dans le workflow des entreprises. Et on vous propose quelques démos. Diego, je te laisse introduire. On va vous proposer 2 démos voilà, on va essayer de les rendre un petit peu dynamiques. La première, ça va être une démo pour montrer comment est-ce qu'on peut utiliser nos solutions pour monitorer la circulation d'un contenu et notamment dans le cadre d'entreprises
qui gèrent des quantités très importantes de contenu. On peut penser à des plateformes de stock photo, à des entreprises qui gèrent des droits sur du contenu et qui vont venir le vendre. Ici, l'exemple qu'on prend, c'est une entreprise fictive qui s'appelle Photopia, donc une plateforme de stock photo qui vend à travers sa marketplace du contenu sous licence à ses utilisateurs. Donc, ça va être du contenu, par exemple, pour faire des impressions, du contenu à réutiliser dans des sites web. Ça, c'est des cas concrets sur lesquels on est en train de travailler avec des vrais clients, mais du coup, on veut un peu personnifier ce cas précis. On va vous montrer, premièrement, à une échelle individuelle, comment on va pouvoir utiliser notre technologie. Et ce qui va être intéressant, ça va être de voir justement comment est-ce qu'on peut utiliser tout ce qu'on vient de raconter pour le faire à l'échelle et monitorer, dans ce cas-là, l'ensemble du contenu que va gérer cette entreprise Photopia. Donc là, ce qu'on installe comme système, l'intégration qu'on propose à ce client, ça va être, premièrement, de watermarker tout le contenu qui va être publié sur la marketplace. Donc pour indiquer que la photo, la preview des photos qui sont en vente sont les photos qui sont affichées sur la marketplace. Et donc si elles sont sorties et qu'on retrouve le watermark ailleurs, bah, on saura que la personne l'a reprise de la marketplace. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va, pour chaque achat d'utilisateur de cette plateforme, on va transférer le contenu avec un watermark dynamique qui va indiquer le type de licence qui est associé, donc les droits qui sont associés à cette image qui a été achetée, le nom de l'utilisateur, etc. En plus de ça, on va proposer à l'entreprise de lui faire des rapports ponctuels pour lui dire exactement où est-ce qu'on va retrouver des reproductions de ces photos. Et c'est là où la puissance du watermark va être très intéressante parce qu'on va pouvoir ingérer toutes ces informations sur où est-ce qu'on retrouve votre contenu et on va pouvoir le qualifier pour dire est-ce que cet affichage est autorisé, est-ce que cet affichage n'est pas autorisé. Donc là, on peut prendre un exemple. Je vais prendre cette photo, faire un screenshot. Je vais sur notre application et on va regarder si on retrouve un watermark. Et si on retrouve un watermark, qu'est-ce qu'il nous indique? Tu veux call start là? OK. Donc, on a bien retrouvé un watermark sur cette photo qui nous indique que la licence associée à la photo est un affichage web. Donc, on peut dire qu'elle a effectivement le droit d'être affichée ici, avec une date d'expiration au 1er janvier 2030. Et on a le nom du client qui a acheté les droits pour cette photo, donc bruno@adomark.com. Ça, c'est le processus qu'on ferait à la main, photo par photo. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est si on peut faire la même chose, mais sur un échantillon très large de contenu, et pour avoir une vision d'ensemble sur comment circule le contenu que je mets en vente, et où est-ce que je peux retrouver des affichages qui sont pas autorisés, pour derrière utiliser, par exemple, le watermark comme un faisceau d'indices juridiques pour justifier que l'utilisation dans ce cas précis n'est pas autorisée et donc soit demander de retirer la photo, soit même d'engager des poursuites. Donc, typiquement, pour cette démo, j'ai implémenté une petite application de démo qui, qui tourne en local là, où en gros, on va inscrire le site web qu'on veut monitorer et on va aller extraire toutes les URL des images sur ce site web pour ensuite les télécharger et les décoder. Donc là, on fait l'extraction. Ça, c'est une fonction que tu as développée juste pour les besoins de la démo ou c'est aussi quelque chose que vous allez proposer à vos clients? Ça, c'est quelque chose qu'on va proposer, ouais, qui D'accord. n'existe pas encore sur l'application web. Donc, c'est un peu une démo, un petit Ah oui. trailer de ce qui va se passer. Ouais, donc je l'ai fait exactement pour la démo aujourd'hui. Donc là, on a trouvé, on a scrapé le site web en fait. On a trouvé 124 images, on les download. Bon, ça, évidemment, ça dépend de la rapidité de l'Internet
des locaux. Là aussi, peut-être un petit commentaire. Ici, on utilise, donc ce qu'on utilise en input, c'est l'adresse du site qu'on a trouvé. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est au préalable mettre en place un système qui va aller rechercher à partir des images que le client a protégées tous les URL de sites sur lesquels on retrouve ces images-là. Et donc là, il faut imaginer qu'on est capable de faire ça sur une liste très importante de sites Internet et même virtuellement sur l'intégralité des reproductions de tout le catalogue du client. Et donc, de faire cet exercice en une fois et rendre compte de la façon dont circule le contenu du client et surtout de donner des indications sur là où potentiellement il y a des poursuites ou des actions à engager. Ça prend plus de temps que tout à l'heure. Bon, le download, apparemment, la rapidité du Wi-Fi du village BSCA est assez pourrie. En attendant, ça tourne d'une autre question. J'ai compris il fallait arbitrer entre, en gros, invisibilité et robustesse. Ouais. Ça, cet arbitrage, c'est vous le laissez faire au client ou vous lui fournissez une solution dans laquelle c'est arbitré et c'est implémenté tel quel? Très bonne question. Non, on ne le laisse pas faire au client aujourd'hui, mais on propose sur notre application deux modèles. Un modèle qui va être plus robuste, où la watermark va être potentiellement un peu plus visible, et un modèle qui est un petit peu moins robuste, mais la watermark va être complètement invisible. Donc on propose, on peut penser à, d'ailleurs Digimark l'avait fait, on peut penser à laisser au client, mais le problème c'est que le client doit avoir une connaissance quand même assez importante de la technologie pour pouvoir le faire de manière efficace. Nous, non, mais à terme, de toute façon, on ne veut pas forcément laisser la main au client, on veut vraiment faire ça de manière adaptive en fait. Donc, voilà. Okay. On réfléchit actuellement à justement comment cacher mieux la watermark dans certaines régions. C'est pour ça que je parlais du conditionnement dans la présentation. Okay. Bon, pendant qu'on a discuté, vous avez vu que le download a pris pas mal de temps, mais le décode, il a pris beaucoup de temps. C'est ça qui est important. Et là, on va retrouver, du coup, on va pouvoir faire un reporting sur le site web qu'on a monitoré. Donc, on voit par exemple qu'il y avait 124 images qui ont été téléchargées, mais il y a seulement 102 images sur le site où il y a la watermark, où il y a une watermark. Il y a 79 images dont la licence est toujours valide, 33 dont la licence est invalide, 23 avec des licences expirées. On va pouvoir retrouver toutes les données de la watermark associées à la watermark, donc dans ces métadonnées. On va pouvoir trouver l'identité des clients à qui on a transféré ces documents, enfin des utilisateurs pour le client ou le client de Photopia, et récupérer et faire des analyses ensuite plus fines et pouvoir évidemment aller trouver exactement quelle image est frauduleuse ou pas. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut interpréter toutes ces données. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça concerne l'ensemble de l'échantillon, là en l'occurrence du portfolio de ce client. Et ensuite, on va regarder comment est-ce qu'on peut interpréter ces données-là. Là, par exemple, sur le cas de ces clients qui utilisent des photos dont la licence n'est pas valide, on peut imaginer que c'est un client qui a acheté les droits sur ces photos qui sont vendues par Photopia, mais par exemple pour un usage de print. Je veux imprimer une affiche pour usage personnel, donc on me transfère le fichier haute qualité, mais en fait, je vais le réutiliser ou je vais le rediffuser ou même potentiellement le revendre à d'autres personnes pour qu'ils l'utilisent sur leur site internet. Et donc, j'ai déjà les coordonnées du client pour lui signaler qu'on a identifié une mauvaise utilisation de la licence, enfin du contenu dont il a acheté la licence. Et ensuite, même potentiellement mener des actions qui vont être automatiques, envoyer une notification au client ou ce genre de choses. Là-dessus, d'un point de vue purement euh, entre guillemets business, il y a deux leviers sur lesquels ça va jouer. Le premier, c'est d'agir en réaction, en détection puis en réaction de ces atteintes au copyright ou à la licence, et donc potentiellement de récupérer plus facilement des dommages et intérêts et des pénalités. Et le deuxième, il est plus sur le moyen long terme, qui est de signaler en fait aux utilisateurs de la plateforme que le contenu il est protégé et que si d'aventure
certains utilisateurs, certains clients l'utilisent de mauvaise façon, bah, on va pouvoir les retrouver et donc quelque part diminuer le risque que ce problème arrive qui engendre du manque à gagner pour ces plateformes. Et donc la valeur pour une entreprise qui gère une masse importante de contenu, elle va être là sur comment est-ce qu'on peut automatiquement monitorer toute la circulation de ce contenu-là et ensuite avoir des indicateurs sur la marche à suivre par rapport à ces licences invalides, à ces licences expirées qu'on a pu identifier. Donc ça, c'est un exemple de solution effectivement, cette interface, on l'a développée pour la démo, mais c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui en live pour des agences de photos, notamment, euh, et qui sont particulièrement intéressés par cet aspect business intelligence et insights sur la protection de leur contenu en général. Ce qu'il faut retenir là, c'est que ouais, ce site web, il n'y a absolument aucune métadonnée qui est associée à ce contenu, évidemment. Et donc, nous, on va pouvoir aller les récupérer de manière automatique et à l'échelle. Euh, et à l'échelle. Voilà. C'est tout là-dessus. Ouais. Maintenant, peut-être un petit mot sur comment est-ce qu'on implémente ça à l'échelle. Il va y avoir certaines conditions. La première, c'est il faut mettre en place des règles qui vont permettre de rendre ce watermark automatique, que ce soit à la publication sur le site ou alors au moment du transfert à des clients. Donc ça va induire potentiellement des intégrations avec les systèmes existants de ces entreprises, que ce soit les plateformes de DAM, donc les drives de gestion de photos, ou alors les plateformes d'e-commerce. Ça implique également d'implémenter un système pour qui va permettre automatiquement d'identifier les endroits, les sites internet sur lesquels on va retrouver ce contenu. Il y a différentes méthodes qu'on est capable de proposer à nos clients pour justement aller rechercher la liste de ces URL, de sites sur lesquels on va retrouver leur contenu. Et le troisième point, évidemment, c'est une fois qu'on est capable de mettre en place ces rapports ponctuels, bah, comment est-ce qu'on optimise la donnée et les insights qui vont nous rapporter, et que ce soit sur la mise en place d'emails automatiques pour signaler qu'on a identifié un mauvais usage du contenu et donc il faut le retirer, ou même d'engager des poursuites judiciaires, comment est-ce qu'on va prioriser les cas sur lesquels on va se concentrer. Et donc ça, c'est vraiment selon le client, selon le processus exact, qu'on va définir comment est-ce qu'on optimise l'utilisation de ces insights. Maintenant, le deuxième cas qu'on va vouloir vous exposer va concerner donc, le sujet dont on a parlé sur les fuites ça pourrait être des documents. Là, en l'occurrence, on va plutôt se concentrer sur des visuels de marque. Et donc là, on va faire une petite mise en situation. On a l'entreprise Sierra Cuir, qui est une entreprise spécialisée dans la maroquinerie et qui travaille sur le lancement d'une nouvelle campagne. Une nouvelle campagne qui va être très suivie parce qu'elle implique la collaboration avec un artiste de renom. Et donc, il y a un enjeu de confidentialité très important sur le lancement de cette campagne. Et là, la mise en situation qu'on va faire, c'est on va prendre le contenu de cette collection et on va le transférer à différentes personnes. Si on a déjà les adresses email. Alors, ouais, on vous invite à vous connecter au Wi-Fi Welcome Village by CA. Le mot de passe est ici. Et on a déjà les adresses email. Ouais. Ouais. Et ça, c'est le QR code pour l'application. Là. Ouais. Attends, hop. Vas-y. Donc là, on s'imagine qu'on a une équipe de 5-10 personnes, des services marketing, des prestataires externes, etc., qui travaillent sur le lancement de cette campagne et sur ces visuels de la nouvelle collection. Et là, on imagine par exemple qu'on va transférer le contenu de cette nouvelle collection pour une validation avant le lancement de la campagne. Donc on va prendre
J'ai pris, ouais, pardon, pardon. Ah oui, tu voulais que je prenne tout, Ouais, excuse-moi. prends le folder. Je prends tout le folder, donc on a des visuels. Je vais les envoyer sur la web app. On va pouvoir indiquer ce que tu vas indiquer comme Cire à cuire, automne, automne-hiver 2026. Il me semble. open. Donc ça, c'est le contenu du watermark qu'on va insérer dans chacune de ces images qu'on va transférer. J'en profite pour vous dire, là, on a les deux modèles, Ouais. justement Strong ou by default, qui va être un peu moins robuste, mais plus invisible. Et donc là, on va inclure la liste de destinataires à qui on va transférer ce contenu. Et ce que va faire le système, c'est qu'il va leur envoyer un lien de téléchargement similaire à WeTransfer, mais qui va, en plus d'insérer dans le contenu le tag que Bruno a inséré, il va automatiquement insérer aussi le nom du destinataire dans le watermark. Et ça va être ça qui va nous permettre de justement protéger contre la fuite. Et on va vous montrer ensuite ce qui peut se passer si le contenu fuite sur Internet. Bon, il y a du upload là. Comme le download n'était pas très rapide. Là, il y a les gens qui ont la ref et ceux qui n'ont pas la ref. En attendant, vous pouvez découvrir. Ah, ouais, voilà, ok. Donc, le watermark de ces 5 images a été appliqué. D'ailleurs, on a watermarké du coup 3 x 5, puisqu'on a 3 destinataires différents, donc un watermark unique par destinataire. Donc, on a fait 15 opérations de watermark dans le background. Et je vous invite à regarder vos emails pour ceux qui. Il n'y a que Rémi. Est-ce que Géo Champetier est là? Ah, voilà. Donc, Maintenant, là, ce qu'on va faire, il faut. on va demander à l'un d'entre vous, en scannant ce QR code, de se rendre sur le blog du fan de la marque Tire à Cuire, qui est spécialisé dans la publication de fuites et de contenus exclusifs sur la marque, et qui va en fait réussir à mettre la main sur le contenu de cette nouvelle collection et le publier sur son blog. Donc, on va voir que grâce à notre système, on va pouvoir retracer l'origine de la fuite et donc engager des actions contre la personne qui est fautive au sein de l'équipe de Syracuse. T'as pas mis, Ouais. Donc, on peut laisser quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. Le premier qui a publié nous le dit. Ouais. Quand c'est fait, dites-le nous, comme ça on refresh. Socrate, étoile. C'est bon? Socrate avec une majuscule. Tu vas, Étoile 2025. si tu arrives à scanner ce QR code, Ouais, c'est bon, je suis sur le site. tu es sur le site, tu cliques sur le premier article et sous l'image, il y a un bouton upload. Et là, tu uploads n'importe quelle photo que tu as reçue sur le lien de transfert. Hein ouais. Si on y arrive avec le téléphone. La web app n'est pas hyper optimisée pour les téléphones encore. Mais ça va venir. Et du coup, l'idée de ce type de flow, c'est de montrer ce que ça pourrait être à l'échelle si on automatise des systèmes d'envoi de mails, de partage de documents, etc., où on va pouvoir insérer justement la condition de la sortie d'un document dans l'environnement. C'est-à-dire, Diego l'a envoyé, le récipient qui est Elliot l'a reçu, et toutes ces infos seront incrustées dans le document, ce qui revient un peu à dire qu'on rend unique le document en question. Dis-moi quand c'est bon, ou si tu y arrives. Moi, a priori, ça a marché. Ok. Est-ce que c'est cette photo que tu as mise? Le dossier, une fois, je peux faire. Ok. Sinon, ça lui. Ok. Et donc, Oui, vas-y. vas-y. Donc là, en fait, on a identifié que
sur ce blog, Margot Beaumont a réussi à mettre la main sur le visuel de la nouvelle collection. Et donc, ça, c'est une situation qui arrive énormément, notamment pour les marques de luxe. Et quand ça arrive, c'est très, très difficile pour elles de refaire le chemin inverse et trouver l'origine de la fuite. Et souvent, ça implique des disruptions de leurs opérations très importantes. Et donc là, en réaction à ça, nous, on a juste à prendre la photo. On va sur l'application. Et là, on voit qui est à l'origine du leak. Et donc, c'est magique. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu la même photo, mais en réalité, grâce au watermark dynamique, on a pu individualiser chacun de ces visuels. Et donc, dans le cas où il finit par fuiter, que ce soit sur Instagram, sur un blog comme celui-ci, eh ben, on va pouvoir retracer l'origine de la fuite. Et là, comme dans le premier exemple, l'objectif, évidemment, c'est de donner les moyens de réaction quand il y a ce genre de problème qui arrive. Mais bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir communiquer aux membres de l'équipe que voilà, le contenu est protégé. Si vous vous amusez à le faire fuiter, à le transmettre à d'autres personnes qui le font fuiter, et ben, on retrouvera qui est à l'origine de la fuite et ça va mal se passer pour vous. Et donc, encore une fois, comme sur le premier exemple, là, si on imagine le déploiement de ce type de solution à l'échelle dans un cadre corporate, le premier enjeu, ça va être de s'intégrer dans les systèmes existants de gestion de contenu. Selon selon le contexte, ça va être soit par exemple des DAM, donc c'est des plateformes de Digital Asset Management, c'est les drives qu'utilisent les marques pour gérer toutes leurs photos. Ça pourrait être dans une data room, ça pourrait être dans plein d'autres types de plateformes qu'on va utiliser pour stocker et ensuite transmettre et transférer du contenu. Une condition extrêmement importante aussi pour que cette solution soit pérenne, c'est qu'il faut qu'elle ait un minimum, voire pas d'impact sur les workflows existants des équipes qui travaillent par exemple, sur les collections. On ne peut pas s'imaginer que ce système fonctionne si ça implique que à chaque transfert, la personne qui envoie doit rentrer à la main le nom des destinataires, etc. Donc il faut mettre en place des règles pour que tout ça se fasse automatiquement sur les applicatifs existants et sans que ça n'implique de complexité pour les utilisateurs. Et enfin, il faut trouver les bons moyens de communiquer le fait que le contenu est protégé, parce qu'encore une fois, le principal objectif, c'est de diminuer le nombre d'occurrences de ces problèmes-là. Et maintenant, on va ouvrir un petit peu la discussion. On va laisser Rémi vous introduire le sujet. Mais là, l'idée, c'est d'engager le dialogue sur le temps. Yes. Donc, on va parler d'un sujet qui est en cours de réflexion, de travail, etc. C'est tout l'impact de la GenAI sur la génération de contenu à grande échelle. Donc, on a tous vu sur les réseaux des images qui ont été générées par l'IA. Il y a des documents, on a même entendu parler de factures qui ont été générées par l'IA. Et du coup, on voulait ouvrir un peu l'échange dans un premier temps pour savoir un peu, vous, donc on a un peu tous les types de profils d'entreprises présentes ici. Quels sont les challenges que vous avez rencontrés ou que vous rencontrez avec l'arrivée de la GenAI à grande échelle, que ce soit à titre professionnel ou personnel? Je ne sais pas si est-ce que c'est un problème auquel vous avez déjà été confronté ou est-ce que dans le cadre de vos entreprises, vous commencez à réfléchir à ces enjeux-là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans les médias ou ce genre de choses. La désinformation, je vois des gens qui font oui, non. En fait, on se rend compte quand on présente notre technologie, les premières réflexions, les nombreuses réflexions qu'on a eues, c'est sur les sujets des deepfakes, de la falsification de documents, etc. Et ça, on la voit un peu se multiplier en ligne et on a du mal à prouver l'authentification du contenu. Du coup, ce qu'on voit à l'échelle nationale,
c'est qu'on cherche à trouver des solutions pour prouver qu'un contenu a été fait ou non par l'IA. Qu'on mis en place, et Diego l'évoquait rapidement tout à l'heure, les plus grandes boîtes de la tech, les géants de la tech, c'est un standard qui s'appelle le C2PA, qui est un standard qui va être potentiellement amené à devenir une norme, qui est poussé par OpenAI, qui est poussé par Meta, etc. L'idée ici, c'est que dans toute la vie d'un contenu, tout le monde mette à jour les mêmes métadatas. C'est-à-dire, un Pixel 10 qui est C2PA compliant va prendre une photo, il va dire cette photo est réelle, elle a été prise avec un Pixel 10. Ensuite, on va la retoucher sur Photoshop. Photoshop va dire, OK, moi, je suis repassé sur la photo, ça a été modifié par un humain qui utilisait Photoshop. OpenAI va transformer cette image. OpenAI va mettre à jour les métadatas et va dire, OK, on s'était retouché par l'IA, et enfin, ça va être publié et consulté sur LinkedIn, et on pourra noter, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, un petit CR qui note la provenance du contenu. Ça, c'est des applications qui ont déjà adopté ce standard du C2PA. Donc aujourd'hui, si vous produisez une photo avec ChatGPT, par exemple, vous allez voir un label, enfin une pastille qui va s'afficher en haut à gauche, qui va être une pastille CA, c'est Content Authenticity, et qui va justement rendre compte du fait que l'image a été générée par ChatGPT. Et donc, si elle est diffusée, les gens qui vont la voir vont pouvoir vérifier que effectivement ça a bien été fait par ChatGPT et par de l'IA. Quelles applications permettent de voir ça? Parce que moi, j'ai. Sur LinkedIn, par exemple. Ok. Sur LinkedIn, quand tu postes. C'est à LinkedIn d'implémenter un truc qui va afficher la CI par-dessus. Et en fait, Adobe aussi. ouais. Ça, et c'est là où on rentre, où là le sujet nous va nous intéresser, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, LinkedIn, quand tu publies une photo qui possède le label C2PA, LinkedIn va le voir parce qu'il le voit dans les métadonnées. Si tu fais un screenshot de cette photo, bah, LinkedIn ne va pas le voir parce que le screenshot, c'est un nouveau fichier. Et donc, c'est là où se pose la question de comment est-ce qu'on rend pérenne l'existence, de façon générale, des métadonnées, mais dans ce cas-là, du label C2PA. Et les travaux qui sont engagés aujourd'hui, notamment l'idée par Adobe, c'est de proposer l'utilisation du watermark invisible comme le lien solide entre ces métadonnées et le contenu. Parce que grâce au watermark invisible, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inscrire dans les pixels, comme on l'a fait dans les autres cas d'usage, une ID de contenu, exactement comme sur notre système, et qui va renvoyer vers le manifeste, donc le contenu de ces métadonnées, de ce contenu-là. Et donc là, le lien entre cette initiative et la technologie que nous on développe est très intéressant. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on avance pour faire en sorte que ce système devienne une norme et que tout le monde puisse l'utiliser. Et là, il y a un certain nombre d'enjeux qui se posent. Bah, je crois qu'il y a plus de du coup, merci beaucoup. Une question. Tu viens de me dire, du coup, m'interpelle, il y a peut-être quelque chose que j'avais mal compris avant. Ouais. L'altération d'une image qui a été watermarkée par votre technologie, une altération qui est faite par un screenshot. Votre technologie le supporte, c'est-à-dire que je prends un screenshot, c'est un nouveau fichier. Bah, c'est ce qu'on a fait sur la démo pendant tout le temps. On a fait que des screenshots, on n'a jamais. J'étais passé à côté de ça. Okay. Sur la démo, là, quand on a pris sur le site, par exemple, on a choisi une image. On n'est même pas allé télécharger l'image, on a fait un screenshot de l'image. D'accord. Et ça va avec tous les types de transformations, que ce soit les filtres, etc. C'est une question. Oui, il y a plusieurs questions, mais peut-être plutôt liées à ça maintenant. Si vous travaillez sur le standard-là, ça implique pas qu'il faut avoir une décodeur universel. Exactement. En gros, aujourd'hui, le C2PA, c'est un standard hyper récent. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se mettent à la page. Et l'idée, c'est de créer un watermark qui sera un système de communication entre plusieurs applications. Où on peut avoir plusieurs systèmes de watermark invisibles. Et donc, dans les papiers du C2PA, on peut accéder à différentes API de différentes solutions de watermark invisible qui pourraient donc après communiquer.
Et donc, nous, le C2P pourrait être intéressant, typiquement, si c'est dans le cas d'une entreprise, où là, on va appliquer un watermark propriétaire spécifique à l'entreprise pour que l'entreprise puisse suivre, par exemple, le cycle de vie des métadonnées et toute transformation du document. Mais le watermark, évidemment, universel, il est nécessaire pour LinkedIn, pour ce genre de problème où là, le document, le contenu est totalement public. Ouais. Et dans notre cas, il n'est pas universel dans le sens où on le protège seulement l'utilisateur qui a appliqué le watermark peut décoder son watermark. Ouais. Ça, c'est un travail qui est notamment où Adobe a pas mal d'avance. Ils ont développé une application pour insérer des labels C2PA sur du contenu. Et eux, quand ils font ça, ils insèrent aussi un watermark. Et donc, ça fait que quand on met le label C2PA sur une photo en utilisant l'application d'Adobe, on fait un screenshot de cette photo, on la redonne au système d'Adobe pour lui demander de nous donner le label, et ben lui, il est capable d'aller la chercher. Et donc, a priori, potentiellement, ce qui pourrait se passer, c'est que le système de watermark d'Adobe utilisé dans le cas du C2PA devienne la norme que tout le monde va pouvoir utiliser, qui est open source, voilà, qui va permettre une interopérabilité et faire que à toutes les étapes, et surtout dans la dernière étape, là où le contenu va circuler finalement, donc LinkedIn, Facebook, Instagram, etc., qu'on puisse maintenir cette existence du label malgré les différentes transformations qui vont pouvoir avoir lieu sur l'image. Pour rebondir, en fait, c'est un énorme enjeu et c'est pour ça que c'est encore en développement. On en parlait parce que ça ouvre pas mal de sujets. Mais à partir du moment où on casse une de ces étapes, ça veut dire que les métadonnées associées à la photo prise par le Google Pixel sont enlevées, et bah, toute cette chaîne n'a plus aucun sens parce que ça veut dire qu'une photo sans métadonnées initiales a été insérée dans Photoshop, on ne sait pas d'où elle vient, elle aurait pu être générée par l'IA en amont, on aura juste l'information qui a été retouchée par Photoshop. Et du coup, dans ce cas-là, il faut que toutes les applications de cette chaîne de vie du document soient ultra robustes et interopérables. Principalement, au bout des mois, j'étais pas toutes sur des images. Donc, tous les démos, elles étaient sur des images. Est-ce qu'il y a d'autres formats que vous supportez, soit notamment les vidéos, mais vous parliez tout à l'heure des data rooms, donc des documents, Ouais. soit du DocX, du PPT, du PDF. Est-ce que ça fonctionne pareil? Très bonne question. Ouais. Nous, on travaille beaucoup en ce moment sur le PDF. Donc, on développe le prochain feature, c'est de supporter le PDF. Donc, on travaille dessus et oui, on est capable de le faire. Ouais. En fait, la première approche du PDF qu'on a fait, qui est complètement qui est viable, c'est de profiter du fait que c'est robuste à l'inpainting. Donc, de rajouter du texte par-dessus le document. Donc, on a un fond blanc qu'on a watermarké, on a un background qu'on a watermarké, on va rajouter du texte et on pourra toujours retrouver les éléments qu'on a mis dans le background. C'est ça qui est la base Par exemple, ouais, c'est une solution. Ouais. Ok. Et deuxième question, donc aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui, quand on expose du contenu en masse, qui vont passer par des outils comme Cloudflare. Nous, notamment, on est arrivé, on génère des images via Midjourney, donc des images qui font 1,5 mégas, 2 mégas. Ouais. Si j'en load 100 dans ma page, ça devient beaucoup trop lourd, donc on met tout dans Cloudflare qui va faire l'optimisation des images. Et on se retrouve avec du coup un format qui est soit de la vie, soit du WebP, qui fait 7 mégas, 8 mégas pour la même image. Aujourd'hui, comment est-ce que votre technologie vit là-dedans? Parce que passer de 2 mégas à 8 kilooctets, pardon, c'est pas du tout la même taille. Il y a beaucoup de pertes d'informations, il y a beaucoup d'optimisations qui sont faites. Est-ce que votre technologie survit à ça? Bonne question. Alors, il y a deux façons d'adresser ce problème, en fait. C'est qu'on peut jouer, par exemple, sur la tokenisation, donc l'essence même du modèle de watermarking, pour aller, par exemple, storer quelque chose d'autre que l'image d'origine de 1 méga dans Cloudflare, par exemple. On va installer quelque chose d'autre, ça c'est une façon de faire. Ensuite, il faut tester. WebP, par exemple, moi j'ai fait pas mal de tests et c'est assez robuste. On est très très robuste à la compression, par exemple. Donc, il faut essayer. Nous, justement, on attend de voir justement certains besoins très spécifiques pour pouvoir les adresser et améliorer ça si on voit que ça marche pas très bien. C'est des choses sur lesquelles on travaille. Ouais. Ouais, moi, je pensais notamment à un client qui donnerait l'image en haute définition Ouais. et du coup quelqu'un qui la volerait. Et donc nous, on le fait par Cloudflare, mais en fait, il y a plein d'autres moyens d'aller sur des optimisateurs d'images, d'utiliser des trucs en ligne de commande ou même d'aller dans Photoshop et changer le format.
Et en fait, moi, c'est ça qui me ferait peur avec une image, c'est bah, je donne une bonne qualité, puis en fait, l'autre, il en a besoin comme petit, en plus optimisé, et du coup, il va détruire mon image pour l'avoir beaucoup plus petite. Alors nous, on peut travailler à n'importe quelle dimension, hein. Donc on peut travailler des images de petites dimensions. Donc typiquement, si ça doit s'inscrire si on se rend compte que l'image va forcément être transformée et compressée à l'extrême, on va peut-être potentiellement préférer le watermarker à ce niveau-là, plutôt que dans le contenu original, par exemple. Et l'exemple du screenshot pour répondre à ta question est assez parlant. Tu peux avoir une image de 4000 pixels, tu prends un screenshot, ça la compresse naturellement, une petite image très légère, et on trouvera quand même le watermark. Mais on est aussi ultra robuste au changement de format, que ce soit le changement de format en passant JPEG, qui est naturellement compressé, on pourra trouver le watermark, ou alors le changement de format en PDF, qui est un autre format qui n'a rien à voir, et on sera quand même robuste. Je crois que c'est tout de notre côté. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai pris. S'il y a une Je ne question. sais pas si. Est-ce Combien ça qu'on coûte? peut poser. Non, on peut pas poser les questions en ligne. Si. Ah, ouais, bonsoir, pardon. Bonsoir. Build. Euh, il y a eu, on a eu une question. C'est en mute. D'ailleurs, je n'entends plus. Et on est à fond. Quel est votre effort de R&D là-dessus? Pardon? Quel est votre effort de R&D? Moi, je suis chercheur de formation, donc disons, donc j'ai une bonne connaissance dedans que j'ai acquis au fur et à mesure de pas mal d'années. Par contre, pour répondre plus spécifiquement sur l'entraînement, c'est quelques mois de travail. Comme on avait dit au début de la conférence, on a essayé plusieurs modèles avant d'adopter ce modèle de deep learning. La première itération de notre solution elle était basée sur le système des wavelets. Et en fait, on s'est rendu compte très rapidement de toutes les limites qu'il y avait avec ce modèle-là. Et en utilisant les compétences de Bruno sur le développement de modèles de deep learning, on a pu aboutir, en s'inspirant notamment de travaux open source qui sont assez récents aussi, euh, développer notre propre modèle qui aujourd'hui atteint des niveaux de performance qui sont largement au niveau, voire meilleurs que ce qui peut se trouver sur le marché et qui ont été la suite de dizaines d'années de recherche. disons que ouais, la R&D, c'est difficile à estimer, mais l'entraînement, c'est quelques mois. Donc, les allers-retours pour arriver d'une idée qu'on a déjà en tête jusqu'à le modèle qu'on présente aujourd'hui, c'est quelques mois. Après, il y a toutes les années d'expérience avant, quoi. Et savoir connaître ces modèles-là, savoir comment les entraîner, ça, je l'ai pas appris aujourd'hui, mais lors de ma thèse, par exemple. Oui, oui. Attends, je te pense. Bon, au niveau techno, moi, je pas forcément tout. Après, le fait qu'on ait vu que ce soit Geoffroy qui ait piqué la photo, c'est sympa, ça peut faire peur à Geoffroy. Est-ce que ça vaut quelque chose au niveau juridique? Alors, d'un point de vue juridique, on peut utiliser le watermark comme un faisceau d'indices qui a eu donc c'est une preuve technique qui a eu une faute qui a été commise et qui peut ensuite être reçue dans un tribunal comme preuve que voilà, telle faute a été commise. Donc ouais, ça c'est quelque chose, c'est une preuve technique qui est largement recevable dans un Même tribunal. si ça repose sur du probabiliste. Oui. Oui, alors oui, bien sûr. Typiquement, si on regarde la santé, les essais cliniques, là, les juges, la probabiliste, ils comprennent, le statistique, ils comprennent. Donc oui,
bien sûr. Les statistiques sont utilisées par des juges tous les jours. Voilà. Et est-ce que vous avez des cas d'usage autour de la fraude documentaire en tête? Alors, ouais, là, il y a beaucoup de choses à faire Ouais. au niveau de la fraude documentaire. On peut imaginer le watermark comme un tampon invisible qui attesterait que tel document a été produit par telle institution ou telle entreprise, par un médecin, ou voilà. Ça, Mais il y a là, plein de cas. à ce niveau-là, pardon, Ouais, excusez-moi, je rebondis sur la fraude documentaire. Bon, évidemment, je suis un peu dans la même industrie que vous, donc merci beaucoup pour la présentation, c'est super. Mais sur la fraude documentaire, en revanche, j'ai un doute parce que le watermark, sa particularité, c'est d'être particulièrement robuste aux modifications. Et de fait, la fraude documentaire, ce sont des documents modifiés. Donc le watermark pourrait même entraîner le fait de se dire qu'on rattache le document à une source particulière sans avoir vu qu'il y avait une modification de ce document. Donc est-ce que c'est pas particulièrement dangereux dans ces cas-là? Ou alors il faudrait mettre en place une base de données pour faire la comparaison en exactitude alors, du document, quoi. On est en train d'étudier un use case où on partirait d'incruster dans le watermark justement le hachage du document pour des documents Ouais, ouais. qui ont légalement besoin d'être hachés. Et en Ouais. fait, faire ça, ça permettrait de comparer le document initial au document qui est dématérialisé et qui est stocké de manière ultra sécurisée. Et du coup, de monitorer un peu l'usage de ce document s'il y a eu fraude. Donc, c'est des use Ouais. cases qu'on peut étudier comme, avec cette flexibilité de la métadata qu'on peut insérer dans le watermark. Et utiliser, comme vous l'avez dit, une base de données externe où il y aura les vraies informations du document que l'on pourra récupérer grâce à la watermark. Et donc se rendre compte qu'il y a fraude puisqu'il y a une falsification des informations sur le document. on peut l'imaginer aussi comme une combinaison de solutions Ouais. où, en fait, le watermark il va répondre à une seule question qui va être, par exemple, est-ce que ce document a bien été édité par telle institution? Maintenant, on peut le combiner, par exemple, à la technologie du hachage, qui va répondre à une autre question, qui est assez similaire, mais qui, dans certains cas, est différente que la première, qui est, est-ce que le contenu de ce document que je suis en train d'inspecter est conforme avec le document d'origine? Le hash, il va nous donner une signature du document qui va être valide, qu'on peut inscrire, par exemple, dans le watermark qui va être inscrit dans le document. Et quand on inspecte le document, on va pouvoir reproduire l'empreinte de ce document. Et si cette empreinte est différente de celle qu'on retrouve dans le watermark, et bah, ça veut dire qu'il y a eu une modification sur le document et qu'il n'est pas conforme. Et donc là, effectivement, en combinant différentes approches, on peut potentiellement répondre à ces enjeux de falsification documentaire. Et encore une fois, je pense que là où c'est vraiment très intéressant et potentiellement apporteur de valeur, c'est sur le volume. Parce que si on fait des vérifications à la main, document par document, je pense qu'on est capable de répondre à ces questions-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on doit faire ça sur, je ne sais pas, 100 000, 1 million de documents? Et ben là, de ce qu'on a vu dans ces exemples qu'on a montrés, mais qui peuvent être appliqués à d'autres processus, bah là, potentiellement, on a à portée de main un système qui nous permet de vérifier tout ça automatiquement avec un taux d'erreur très faible. Ouais, et puis avec une frugalité importante aussi, comme vous l'avez souligné, parce que parmi les méthodes de détection active, le watermark est celle qui est quand même la plus frugale. Et ça, là-dessus, nous, on participe aux travaux avec la Commission européenne justement sur les modalités qui seront choisies d'un point de vue technique au niveau de l'article 50. Et vraisemblablement, ce qui va ressortir des travaux, et vous l'avez dit, et je suis profondément d'accord avec tout ce que vous avez dit, à une exception près, mais c'est vraiment un hybride entre le watermark et la métadonnée. Euh, mais ce qui Ouais, m'amène quand même au point, la question qui me travaille le plus, que j'ai mis dans le chat, qui est la question de la totalement. gouvernance et du C2PA. Autant nous, on est aussi tout à fait d'accord avec la mise en place d'un standard métadonnées ou watermark, ou l'ensemble. D'ailleurs, Adobe eux-mêmes recommandent l'utilisation du watermark dans leur standard. En revanche, la gouvernance américaine, et en particulier l'Adobe derrière ça, moi, je suis beaucoup plus partagé là-dessus. Donc, s'ils acceptent de lâcher en fait la main sur la normalisation et notamment la distribution des clés, pourquoi pas. Mais sinon, c'est pas acceptable, je pense, d'avoir le C2PA comme référence en Europe, quoi. Enfin, après, voilà, Ça, c'était j'espère des qu'on aura questions que nous, on avait aussi ouais. sur la définition de notre rôle à nous, ados,
dans tous ces enjeux-là. Et dans ce que vous citez, on a identifié un problème, par exemple, qui est qu'aujourd'hui, Adobe, ils n'ouvrent pas l'accès à leur cloud dans lequel ils storent ces matchs de ID, watermark, etc. Et donc, bah, nous, aujourd'hui, en fait, on peut pas appliquer le watermark d'Adobe et la génération de ces manifestes parce que, Mm. encore une fois, Adobe restreint l'accès à ces bases de données qui devraient être ouvertes Très bon et point. permettre l'interopérabilité. Très bon point, l'interopérabilité, c'est le vrai enjeu, je pense, de cette techno. Enfin, j'imagine que vous suivez ça aussi, Google Synth ID, qui est quand même Ouais. ceux qui font le plus de pédagogie sur la techno sur le marché. On les remercie pour ça. Mais par contre, l'accès au détecteur, il est Ouais. vraiment très compliqué, quoi. Même en interne, hein, semblerait-il. Et du coup, c'est tout le débat. C'est le C2PA, on en parle le plus parce que c'est porté par les géants de la tech avec l'impact qu'ils peuvent avoir sur toutes les entreprises qui sont dans l'environnement de la gestion des assets. Ouais. Euh, et du coup, effectivement, si le standard est monopolisé par deux, trois acteurs, c'est embêtant, mais aussi sans eux, on pourrait pas. On Oui, peut oui, il y a on le veut hyper. volume, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est Hmm. hyper actuel. Et comme on disait sur la chaîne de vie du document, s'il y en a un acteur qui est pas conforme, bah, ça laisse le flou. Donc voilà, donc nous on fait partie de ce groupe de réflexion. On est hyper intéressé par ce qui peut en découler, mais effectivement on est encore en attente de voir où est-ce que ça peut mener et dans quelle direction ça porte. Après, avec Bruno, on vient tous les deux directement, indirectement du monde de la blockchain. Ouais. Et donc là, on retrouve dans ces enjeux d'interopérabilité, d'ouverture, potentiellement des réponses à toutes ces questions. On verra. Bien sûr, ok. Et j'ai une dernière question, un peu taquine, probablement. Moi, je travaille pour être tout à fait transparent avec Teddy Furon, que vous connaissez, je pense, si vous travaillez sur le Non. watermarking. Tout à l'heure, j'ai entendu que vous aviez une solution qui était largement meilleure que celle qui existait sur le marché. Euh, et j'aime- Non, 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 c'est pas ce qu'elle a Attends. dit. Non, non, mais j'ai dit que c'était taquin volontairement. Non, mais j'aimerais bien savoir quel est votre référentiel par rapport à ce que vous considérez comme être des bonnes solutions, parce que je vais pas citer, Ouais. on a des gens qui ont fait du watermark, qui l'ont poussé en open source comme des sagouins. On l'a cassé en 10 minutes. Donc, on est d'accord et vous êtes des gens sérieux, et on est d'accord que c'est quelque chose qu'il faut faire sérieusement. Mais du coup, je serais très intéressé de savoir quelle est votre référence en termes de robustesse technique, du watermark sur le marché. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des watermarks. Exactement. Alors peut-être pour juste donner pour la salle, il y a différents acteurs. Donc il y a Imata qui est un acteur français qui est très bon, donc qui a une connaissance de Nicolas. Et il y a des acteurs américains. Donc les plus connus actuellement sont Digimarc, StegAI Ecomark, et Ecomarc. ouais. Alors nous aujourd'hui, comparé à Imata qui sont un peu les leaders de la recherche de ce secteur, bah, bien entendu on est encore un peu moins bon Bah, enfin, en se on sait comparant. pas. On ne sait pas parce qu'on n'a pas encore On ne testé sait pas. On a pu tester contre la Matag. technologie. Par contre, on a testé les Enfin, technologies duel. d'Ecomark et Steg AI. Et aussi bien en termes de flow qu'en termes de robustesse. Alors, en Ouais. termes de flow, on est honnêtement meilleur dans contre les deux solutions. Donc, ce sont des startups américaines qui ont levé pas mal de fonds récemment. Donc, ils ont fait un peu de bruit. Et en termes de robustesse, on est similaire, voire meilleur. Je vous conseille à tous, d'ailleurs, qui ont envie si vous avez envie d'utiliser notre produit, de tester les concurrents qui proposent une web application, de tester, de faire un peu des scénarios de comment on pourrait casser le watermark et voir si vous avez arrivé à faire la même chose chez nous. A priori, non, parce qu'on a testé, mais peut-être que vous pensez à d'autres cas. Et on a réussi à craquer très facilement des solutions qu'on a citées plus ou Ouais. moins. Les comparaisons qu'on a faites aussi, elles étaient surtout fonctionnelles. On n'a pas fait de batterie de test pour vraiment comparer les aspects robustesse, mais c'est fonctionnellement, on constate que notamment les Steg AI, Ecomark, il y a enfin, fonctionnellement, les applications ne sont pas très ergonomiques, là où nous, en quelques mois, on a pu développer une application qui non seulement est robuste sur le plan de la technologie basse du watermark, mais qui en plus fonctionnellement bah, est plus seamless, quoi. C'est aussi là-dessus qu'on a basé notre comparaison. Voilà.
Merci beaucoup. Désolé pour la question un peu taquine, hein, mais merci beaucoup. Non, 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 on savait qu'elle allait venir. Tout à l'heure, vous disiez que vous êtes dans un consortium avec Google, OpenAI, Meta, etc. C'est comment d'être dans un consortium d'entreprises qui ont volé et enfreint toutes les normes et qui viennent après dire ah non mais on va faire des normes pour empêcher C'est exactement le sujet qu'évoquait Nicolas en, Ouais. en live là. Mais comment ça se passe dans le consortium quand vous êtes avec eux? Bah, c'est pour l'instant très directif et nous, on est un peu preneurs, justement, nous, on est un peu en attente de voir où est-ce qu'on pourra se passer par rapport à ça. Il y a des groupes de travail, on rejoint les Zooms, on lance des conversations. Nous, notre technologie, elle va venir, comme on disait dans la chaîne de documents présentée tout à l'heure, elle va venir assurer qu'on ne perd pas le document. Il y a d'autres concurrents qui sont passés sur ces sujets-là. Et notre enjeu, c'est de ne pas rater soit un marché un standard qui va devenir une norme, etc. Mais effectivement, derrière, il y a plein de questions de gouvernance et de problématiques qui en découlent. Et, Enfin, il y a de grandes chances que aussi, enfin, même c'est évident, toutes ces entreprises, elles font ça pour montrer patte blanche et, entre guillemets, faire les gentils. Oui, La question, c'est de savoir quel est le niveau de sincérité réelle qu'ils ont à investir là-dedans. Parce que investir dans une équipe de 15 personnes pour Adobe, c'est pas. Voilà. Donc, on ne saurait pas répondre clairement à cette question pour l'instant. Il faut avoir ça en tête quand même. Moi, je trouve ça rigolo d'avoir les voleurs qui ont les lois. Enfin, remarque, c'est pas différent de la réalité. Après, enfin, pour info, comment dire, typiquement sur le watermark, Google le fait bien volontiers parce que, et Meta aussi, et OpenAI aussi, parce que en gros, ce qui les intéresse, c'est de ne pas réentraîner leur propre modèle avec leurs Ah. outputs. Et donc, c'est dans le cadre de l'assainissement de leur modèle qu'ils le font bien volontiers. Donc, c'est pratique parce que derrière, ça permet de dire, regardez comment on est des champions de la transparence par rapport au contenu, mais fondamentalement, ils servent leurs propres intérêts avant tout, quoi. bien sûr, ouais. Je pense on peut conclure s'il n'y a pas d'autres questions. Vous allez protéger vos technos. Comment? Vos technos sont-elles protégées? Votre techno est-elle protégée? alors, pas encore. On est accompagné par notre incubateur qui est spécialisé en deep tech pour ces sujets légaux, mais on a personne qui est autonome là-dessus aujourd'hui. Si c'est la dernière question, Une question? Ah bon, voilà, c'est ce que je cherchais. C'était la dernière question. Ben, merci beaucoup à tous les trois. C'était merci à vous passionnant. tous. Et puis, j'espère que ça vous a plu à vous tous également. Au vu des questions, je pense que c'était le cas. Pour ceux d'entre vous qui ont envie de prolonger un petit peu la discussion, on va pouvoir monter au rooftop au 8e étage pour aller prendre un verre si vous voulez. Voilà, donc c'est à la discrétion de chacun. Donc, je vous laisse, bon, je vais remballer tranquillement, mais je vous laisse prendre l'ascenseur au 8e étage pour ceux qui veulent.